Merci d'être présent aujourd'hui pour cette conférence de presse dédiée à un sujet aussi essentiel que méconnu, l'impact de la mort sur les professionnels de santé. Chaque année, plus de 600 000 Français décèdent, dont plus de 60% à l'hôpital. Pourtant, si la médecine et la technologie ne cessent de progresser, un aspect reste largement ignoré, le choc émotionnel et psychologique que vivent les soignants face au décès de leurs patients. Ces souffrances trop souvent passées sous silence affectent des milliers de professionnels et les plongent dans un isolement profond. Face à ce constat alarmant, le professeur Thibaut Damy a décidé d'agir. Il lance un tour de France hospitalier à pied, reliant 7 établissements de santé pour aller à la rencontre des soignants et des patients, recueillir leurs témoignages et sensibiliser l'opinion publique à cet enjeu majeur de santé. Ce périple débutera à Dampierre dans les Yvelines, passera par Vendôme, Tours, Poitiers, Saintes et Bordeaux pour s'achever le 12 mai au CHU de Toulouse. Sans plus attendre, je laisse la parole au professeur Thibaut Damy qui va nous présenter les enjeux, les objectifs et les actions concrètes de cette initiative inédite. Merci beaucoup, Florence. Donc c'est évidemment un collectif qui se mobilise. Je vous laisse voir les intervenants avec qui on pourra discuter, qui représentent des soignants, médecins, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs, mais également des paramédicaux, cadres de santé ou IPA, des ingénieurs de recherche et également des sociologues, sans oublier bien sûr la Société française d'accompagnement palliatif avec Claire Fourcade. Alors, comme l'a dit Florence, chaque année, c'est 600 000 Français qui décèdent, 60% dans les hôpitaux. Et dans ces 60%, 20% seront pris en charge par les soins palliatifs. Autrement dit, 80% seront pris en charge dans d'autres services hospitaliers. Il est clair que la mort a un impact émotionnel sur tous les sujets, les Français, les citoyens, mais également sur les soignants. Un impact, bien sûr, individuel, mais aussi un impact organisationnel, puisque ça va être source, comme on va le voir, de difficultés relationnelles avec les familles, les patients, mais également au sein des équipes. Et ça peut aboutir à une désorganisation des équipes et bien sûr de l'hôpital. Pour autant, en fait, si nous vivons ça dans notre quotidien, la mort reste un tabou chez les soignants et il est clairement non pris en charge et les soignants vivent tout ça de manière isolée. Et bien sûr, ça va avoir des conséquences sur la prise en charge des patients et de leurs familles. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'un enjeu de santé publique. Alors aujourd'hui, c'est un message qui est lumineux, c'est le printemps. C'est le hasard parce qu'on n'avait pas prévu ça, mais effectivement, c'est le printemps. Et c'est aussi l'équinoxe de printemps à 10 heures, c'est-à-dire que le temps de lumière est égal au temps d'obscurité. Et à partir d'aujourd'hui, on va avoir une inversion et la lumière va apparaître. C'est probablement un signe sur tout ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors pourquoi cette communication? On l'a dit, c'est qu'en fait le but peut-être maintenant, c'est qu'on réfléchisse à comment mieux prendre en charge la mort. La mort fait partie de la vie et effectivement, on va tous mourir un jour et le nombre de Français qui meurent par an est important. Et qu'en fait, quand on est soignant, il faut qu'on puisse prendre en charge correctement les survivants. Et ces survivants, ce sont les familles, mais aussi les soignants, et on est tous issus de cette société. Actuellement, le parcours de soins s'accélère. Il y a une segmentation du parcours de soins. Les patients et les familles, des fois, sont perdus, ne savent pas quel est l'interlocuteur, quel est le médecin référent. Les soignants sont soumis à de nombreuses situations de mort qu'on va voir. Il n'y a pas que la mort malheureusement attendue et chronique. Et souvent, en fait, ces soignants vont être débordés en fait par ces morts brutales. Et certains soignants, en fait, parce qu'ils sont des individus issus de cette société, ont eu également des traumatismes personnels, vont fuir la mort et ne pas prendre le temps de la préparer, de préparer les équipes, les familles et eux-mêmes. Et puis la médecine, c'est devenu une médecine très technique, avec des actes techniques qui sont pris en charge, bien sûr, dans le plan de financement des hôpitaux. Et ces actes, en fait, vont être réalisés souvent de manière, ou parfois de manière futile, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle chez les patients, en fait, agonisants, parce qu'il faut faire quelque chose. Et on oublie, en fait, que ce quelque chose peut être tout simplement d'accompagner les patients en fin de vie. Et donc, il est temps vraiment en 2025 de briser le tabou de l'impact de la mort sur les soignants. C'est l'année de la santé mentale, cette année, décidée par le gouvernement. Et je crois que prendre en soin des soignants et de la santé mentale des soignants, c'est vraiment capital si on veut que les Français soient bien pris en charge.
Alors, les différentes situations de mort que vivent les soignants, il y a la mort attendue, évidemment, celle où on a le temps éventuellement de préparer si on n'est pas dans le déni et si on informe les patients et leurs familles, c'est la mort attendue. Mais quand on est à l'hôpital ou soignant en ville, on va également avoir les morts par constat. Mort par constat, c'est quand on est appelé pour constater un décès. Vous savez que depuis très peu de temps, maintenant, les infirmières peuvent faire des constats. Mais pourquoi maintenant on demande aux infirmières de faire des constats? La mort brutale et subite, eh bien évidemment, elle vient faucher des patients, aussi bien à l'hôpital qu'en ville, et elle va apporter bien sûr sa violence de sa brutalité, aussi bien chez les familles et chez les soignants. Et actuellement, on voit très souvent, malheureusement, que les familles vont avoir en fait pris par l'émotion comme les soignants des comportements qui peuvent aller jusqu'à la violence verbale ou la violence physique. Les morts post-intervention, ce sont des morts qui surviennent au décours d'un geste technique ou chirurgical ou réanimatoire. Évidemment, ils sont fréquents à l'hôpital. Il n'y a pas forcément de raison particulière, je veux dire, d'une erreur médicale, mais ça peut être tout simplement les suites. Évidemment, ça va avoir des conséquences importantes sur les soignants et leurs équipes avec des discussions éthiques, mais également, bien sûr, sur les familles. La mort par maladie contagieuse, on la connaît, on la redoute, mais c'est tout simplement la mort du Covid. Donc, nos soignants ont vu des patients décédés de Covid-19 avec le risque d'être contaminés, de contaminer leur famille. Et aujourd'hui, on est à 5 ans du début de la pandémie, 5 ans du début de la pandémie, et il y a encore 10% des lits qui sont fermés à la PHP parce que les soignants ont quitté le soin, en fait. Donc, il est grand temps de réfléchir à cet impact et pourquoi les soignants ont quitté leur métier. La mort par décision médicale, on la voit aussi lorsqu'on est en réunion et qu'on va décider de ne pas transplanter un patient, de ne pas assister un patient. Et donc, qui porte cette responsabilité et comment on fait face en fait à cette prise de responsabilité? Et puis, il y a des morts qui ne sont pas anecdotiques par leur violence. C'est la mort d'un proche d'un collègue, lorsqu'un collègue nous confie en fait son papa, sa maman, son frère ou sa sœur et que malheureusement le patient va décéder. Quelle responsabilité on a vis-à-vis du collègue? Comment on peut survivre ça? La mort d'un collègue, c'est-à-dire un collègue de notre service qui décède, qui va profondément désorganiser le service avec un impact direct sur notre sphère professionnelle, mais également évidemment personnelle. Et puis, c'est également la mort décidée par le patient. Oui, nous avons des patients qui suicident, nous avons déjà des patients qui demandent le suicide assisté. Comment nous, on peut gérer ces décès, bien sûr, toujours en pensant bien sûr aux patients, aux familles. Et puis, bien sûr, tout ça, en fait, vient se mêler à nos morts personnelles, à notre histoire propre, à notre histoire familiale et voire même aux morts que l'on a eues du point de vue des traumatismes transgénérationnels. Donc, vous voyez, les morts dans l'espace de santé, elles sont très nombreuses et elles ne peuvent pas toutes être prévenues. Alors oui, l'hôpital a changé. On est maintenant dans un hôpital qui est très technique, où l'humanité et la réduction du temps disponible pour le soin, en fait, se réduit souvent à des actes. Et puis, on a une augmentation de l'espérance de vie, une amélioration, heureusement, des résultats médicaux, une meilleure précision des diagnostics et des traitements qui peuvent interroger parfois sur la capacité de la médecine et sur éventuellement l'immortalité. Et c'est peut-être ça aussi l'enjeu de cette alerte, c'est que en fait, dans la société civile, on le voit, la mort ne fait plus partie de la vie. Et pour certains patients, pour certaines familles, on se croit immortel et quand on rentre à l'hôpital, on est censé en sortir vivant. Eh ben non, vous avez vu, 600 000 Français meurent par an et 60% dans les hôpitaux. Et puis les risques de cette technicité, c'est l'accélération, la multiplicité des actes, la comptabilité, la fragmentation des soins, la perte de la vision globale et humaniste du patient, c'est-à-dire le patient rentre pour un acte et on ne réfléchit plus à quel est le sens de cet acte et est-ce que cet acte est finalement pas futile et que là, le patient, en fait, est en fin de vie. Et donc, il y a une difficulté à intégrer un processus de mort, en fait. Et puis, il y a une rationalisation importante, une désimmunisation et une non prise en compte des émotions des soignants. Alors, tout ça, ça survient, bien sûr, sur des soignants qui sont issus de la société civile. Et donc, ils ont leur famille aussi dans la société civile. Et on peut s'interroger sur le choix et la vocation, la prédestination à être soignant. Donc, il y a de multiples raisons pour être soignant. Mais il y en a une particulière qu'on voit très fréquemment chez les soignants. Encore une fois, quand je dis soignants, c'est les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les femmes de ménage, le personnel administratif de l'hôpital.
On a fait ce choix, en fait, souvent pour des expériences personnelles ou familiales vécues dans notre enfance ou pour compenser des blessures personnelles ou familiales. Et évidemment, en faisant ce métier, pour prendre soin de l'autre, on va être confronté, bien sûr, aux mêmes souffrances. Et là, on peut avoir le développement de syndrome dépressif et de réactivation de stress post-traumatique. Et puis, en fait, dans le métier de soignant, on tient trop peu compte en fait des émotions. On est sur un phénomène de rationalisation. Le soignant ne doit pas avoir d'émotions. Et bien sûr que le soignant a des émotions puisqu'il a fait ce métier. Le soignant est profondément humain et il va avoir des émotions. Et lorsque la mort survient, ou la fin de vie, ou la souffrance, mais la mort finalement ne fait que souligner en fait le soin, et c'est peut-être ce qui fait déborder en fait ces émotions, où là il va falloir passer à l'action et que ces émotions en fait peuvent engendrer en fait du déni, de la colère et bien sûr des pleurs et de la tristesse. Et donc ces émotions, il faut bien en fait comprendre qu'elles sont là et qu'il faut les gérer, que ces émotions se communiquent, qu'elles se contaminent. On voit bien les patients, en fait, nous contaminent par leurs émotions, leur tristesse, leur joie. Et de même, les soignants peuvent contaminer les patients. Et l'on voit quand les soignants ne sont pas au fait ou au clair avec la mort, faire une annonce de mort ou de mauvais pronostic à un patient, c'est extrêmement difficile et le patient va ressentir l'angoisse du soignant. Et là, il y a vraiment un manque de formation des professionnels soignants à l'annonce et à la prise en charge de la mort et à cette compréhension en fait que le soignant est un humain et qu'il va pas sauver tout le monde et que la mort va finir un jour par arriver. Et puis face à la mort, on connaît qu'il y a des mécanismes de survie, des mécanismes de défense, des mécanismes d'adaptation qui vont se mettre en place. Et effectivement, vu la violence de la mort, eh ben, les soignants, en fait, à chaque mort, en fait, vont se culpabiliser, se responsabiliser, se tenir responsable de ce décès. Il peut y avoir également de la banalisation, des phénomènes de dérision qui peuvent, au sein des équipes, engendrer des conflits, des phénomènes de rationalisation, bah, c'est normal, il devait mourir, et puis aussi un évitement, un déni, et ça, on va le voir dans la fuite de l'annonce et de la prise en charge du patient en fin de vie. Et donc, il y a bien sûr aussi des phénomènes d'identification, de mensonges et de colère, et c'est là où la colère des familles par rapport à un décès subi peut également se transmettre et se contaminer le patient qui va également régir en colère par rapport à la famille. Il y a donc des sources de conflits importantes au sein des équipes, et cette contagion des émotions va aussi, bien sûr, engendrer des traumatismes qui peuvent aller jusqu'au syndrome de stress post-traumatique, qui fait écho en fait à ce que les soldats ou les pompiers ou les médecins du SAMU voient également dans le traumatisme. Et on a la même chose, c'est les soignants qui peuvent être confrontés à des morts traumatisantes. Toutes les morts ne sont pas traumatisantes, mais au cours du vécu du soignant, finalement, elles vont se cumuler, elles vont s'associer et peuvent aboutir à un traumatisme vicariant qui peut aboutir à des problèmes psychologiques et psychiatriques chez les soignants et aboutir à des arrêts de travail. Donc la mort, c'est vraiment un tabou chez les soignants. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une culture médicale, en fait, de la rationalité. Et parler de ces émotions, ce n'est pas admis. Et donc, en fait, les soignants vont vivre seuls, en fait. Il y a une posture professionnelle. Il y a un tabou culturel de la mort, en fait, dans nos hôpitaux et en ville, chez les soignants. Il y a des exigences professionnelles, la charge de travail intense. On n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de se réparer, on n'a pas le temps de débriefer après une situation grave ou une réanimation. Et on a un besoin, donc, évidemment, de continuer à avancer pour les autres patients, les prendre en charge. Il y a aussi une question de hiérarchie médicale. Plus on vieillit en médecine, plus on va voir augmenter ce nombre de morts traumatisants. Mais quand on est le chef, on n'a pas le droit d'être fragile, il faut tenir les équipes. Et puis voilà, on est confronté finalement en vieillissant à sa propre mortalité. On a la peur du jugement des autres. Et puis évidemment, il y a un manque de reconnaissance. Et finalement, les soignants, en fait, vont ne pas parler et se briser ce tabou. Et si les soignants ne brisent pas ce tabou, évidemment, les institutions, les hôpitaux, les ARS, les ministères ne peuvent pas prendre en compte, en fait, cet impact de la mort, puisqu'il est ignoré de par là même par la plupart des soignants. Alors, pour autant, c'est très intéressant, mais en 2009, il y a eu un rapport de l'IGAS sur la mort à l'hôpital. En 2009. Qu'est-ce que dit ce rapport? Je vous ai cité ici quelques lignes. C'est que la prise en charge de la mort ne fait pas partie des missions reconnues à l'hôpital. Depuis 2009, ça n'a pas changé. Pour les soignants, la mort est vécue comme une incongruité
un échec et à ce titre largement occulté. Et c'est là où le problème de la formation médicale ou paramédicale est principalement axé sur le fait de guérir, de traiter, voire même parfois de sauver, mais pas finalement d'accompagner en fait la mort et d'accompagner donc la fin de vie. Il y a un véritable enjeu de formation. Et puis le fait que l'on ignore cet accompagnement, évidemment, cette prise en charge, ces conséquences de la mort, ce tabou, eh ben, c'est que c'est une situation qui est préjudiciable au confort des malades en fin de vie, à l'accueil des proches et à la santé publique. Et puis, bah voilà, les moyens nécessaires à l'accompagnement des patients et des familles ne sont jamais évalués et on voit bien dans le contexte actuel qu'on en parle beaucoup. Et il n'y a pas de prévention et de formation sur l'impact de la mort sur les soignants et pourtant il s'agit d'un enjeu individuel, organisationnel et de santé publique. Et ben depuis 2009, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, évidemment, sur ce plan-là, sur l'impact de la mort et sur sa prévention et sur la formation, si ce n'est qu'à l'internat qui permet donc aux médecins de postuler. Depuis 2021 est ajoutée une question sur la mort de 2 heures. Voilà. 2 heures pour traiter 600 000 Français chaque année. Donc là, vous voyez les conséquences en fait de cette mort. Elle va bien sûr impacter le soignant en tant qu'individu, générer un stress psychologique, fatigue, insomnie. On va voir les résultats d'une étude faite chez les soignants du cœur qui va être présentée à l'instant. Mais ça va avoir des conséquences bien sûr sur les équipes avec des conflits, des sentiments de trahison, des discussions donc d'incohérences éthiques sur la prise en charge des patients. Ça va aboutir à un turnover dans les équipes, à des pertes de compétences, à un absentéisme, à une déstabilisation des processus organisationnels dans des équipes qui sont déjà restreintes et à une mobilisation de moyens, bien sûr, pour maintenir l'activité de recrutement, de formation et à l'impossibilité par le turnover des soignants de réaliser des projets de service. Il va y avoir également aussi des conséquences sur, bien sûr, l'hôpital, sur l'organisation de l'hôpital, sur l'augmentation des coûts, la perte de productivité, l'épuisement des ressources, le recrutement d'intérimaires qui évidemment vont faire ce qu'ils peuvent, mais n'ont pas été formés pour des cas spécifiques de fonctionnement de service. Et puis, il y a bien sûr des dommages à la réputation des services. Maintenant, les familles, en fait, vont diffuser sur les réseaux sociaux des comportements peut-être qu'ils ont mal vécus. Il y a des mobilisations des équipes des hôpitaux pour répondre en fait au temps administratif et juridique des plaintes des patients. Et il y a une culture en fait de la peur et du silence qui persiste avec une compromission en fait des standards éthiques et puis une démonisation des soins et des pertes du patient. Mais tout ça, bien sûr, ça va avoir des conséquences ultimes sur les familles, bien sûr sur les patients qu'on accompagne, mais aussi sur les proches, les aidants, avec des dépressions, des arrêts de travail. C'est donc vraiment en fait une conséquence globale sur la santé mentale des patients. Mais il faut voir aussi qu'une équipe en fait traumatisée, une équipe des soignants traumatisés, c'est aussi les futurs patients en fait qui vont mal être pris en charge, avec des conséquences évidentes en fait sur la diminution de la qualité du soin, sur l'absence de changement de pratique, l'absence d'amélioration possible, l'augmentation du risque d'erreur, la retard en fait dans la prise en charge, et des conséquences bien sûr sur le pronostic, l'aggravation bien sûr qui peut aller jusqu'au décès, et l'augmentation bien sûr des démarches juridiques. Alors maintenant, je vais passer la parole donc au professeur Erwan Fleischer, mais qui est malheureusement retenu au bloc opératoire à l'instant sur une urgence, et je passe la parole à Rebecca Dicasson. Oui, merci Thibault. Oui, donc je me permets de prendre le relais d'Erwan pour présenter rapidement les résultats d'une étude qui a été conduite auprès de médecins du cœur pour justement évaluer cette question des émotions mise en tabou en quelque sorte et cette question de la mort aussi, bien sûr, elle aussi tabou comme Thibault vient de le préciser. Donc l'enquête, déjà pour vous donner les grandes lignes, a montré que près d'un soignant sur deux présente des signes d'épuisement et de burn-out. Pour bien reclarifier, cette enquête a été menée auprès de soignants du cœur en lien avec un certain nombre de sociétés savantes dont le nom s'affichait juste avant. Donc la Société française de cardiologie, la société, la SFCTV, l'Arcotova, Famirea et puis aussi le GICC. Donc c'est bon du coup pour la prochaine slide. Un impact émotionnel élevé, voire très élevé de la mort des patients pour les soignants, avec aussi des symptômes inquiétants, on y reviendra. Et là, je pense que le point central qui motive aussi cette conférence de presse aujourd'hui, c'est que les enjeux sont multiniveaux. Bien sûr, il y a les enjeux individuels sur le professionnel de santé lui-même, mais en fait, derrière ces enjeux individuels, il y a des enjeux de santé au travail, des enjeux de qualité des soins
et bien sûr de santé publique, pour faire écho à ce qu'évoquait Thibault avec son schéma précédent. Alors, une des questions qui a été posée était celle de l'évaluation de l'impact émotionnel ou affectif des décès de patients sur les professionnels de santé. Et là, clairement, on va dire 83% des professionnels de santé, on a un impact qui est élevé, voire très élevé, de la mort des patients. Si tu peux, oui, voilà. Ensuite, on s'est posé la question de l'impact de la mort sur plusieurs aspects, notamment l'anxiété, la dépression, le PTSD et le burn-out. Et puis, en fait, ce qu'on voit là encore, c'est des symptômes d'anxiété, de dépression et de syndrome de stress post-traumatique et de burn-out qui sont très présents auprès de ces professionnels de santé, donc avec une souffrance réellement palpable. Quand on a essayé de clarifier la manière dont cet impact émotionnel pouvait varier suivant la nature du décès qui se produisait, eh bien, voilà ce qui est ressorti sur une échelle de 1 à 10 de l'impact de la mort sur le médecin. Eh bien, rappelons-nous, il s'agit d'une étude sur les médecins du cœur, donc l'origine cardiovasculaire du décès était un point important, mais aussi, si on va plus bas sur la schématisation, l'âge jeune du patient ou encore le fait que ce décès survienne pendant la réalisation d'une intervention, que ce soit un geste, une chirurgie, en gros un acte de soin. Donc effectivement, plus le soignant est pleinement impliqué dans le geste ou la prise en soin qui va malheureusement conduire au décès du patient ou qui ne va malheureusement pas permettre de sauver le patient, c'est d'autant plus lourd émotionnellement. Alors, la grande question, évidemment, c'est que chaque professionnel de santé est confronté à ces situations, plus ou moins intensément, plus ou moins fréquemment. Et évidemment, il n'est pas seul à y faire face, puisqu'il y a une équipe, mais il est quand même seul dans son vécu. Donc, c'est important aussi qu'il puisse se sentir soutenu. Et la question que nous avions posée était justement, est-ce qu'il se sent soutenu? Et on remarque que finalement, le soutien, s'il existe, est quand même plutôt du côté des collègues, de la famille et des amis que de l'institution elle-même. Et si on revisite en fait ces éléments de soutien au prisme des quartiles qu'on avait aperçus tout à l'heure, on voit que c'est à peu près la même chose, quel que soit le degré de souffrance émotionnelle du professionnel de santé. Il y a ce constat que le soutien de l'institution est perçu comme insuffisant. Alors voilà un petit peu la synthèse en une slide de ce que je vous ai présenté. En fait, on a une souffrance palpable de ces professionnels de santé, de ces médecins qui émanent de l'étude, 45% qui sont en situation d'épuisement professionnel, 33% en état de post-traumatique, plus de 37% en situation d'anxiété, plus de 30% en dépression. Donc un impact de la mort sur les soignants qui existe, qui est plus que palpable. Alors, à côté de cette enquête qui finalement a eu pour objectif de rendre visible cette réalité et qui est passée par questionnaire, on a aussi commencé, en parallèle, on a aussi mené un certain nombre d'entretiens. Il s'agit de témoignages pour finalement aller au-delà des chiffres. En quelque sorte, évidemment, je peux vous présenter tous ces chiffres-là, mais ça va peut-être être moins parlant que si on associe ça à des expériences personnelles, intimes de cet impact de la mort, donner des mots MOTS aux mots MAUX, en quelque sorte, donner à voir le ressenti profond, et aussi avec cette idée que derrière ces témoignages, les soignants peuvent se reconnaître et peut-être en cela esquisser certaines ressources. Donc, si je reviens sur ce qu'on a abordé jusqu'à présent, effectivement, il y a une omerta autour de cette mort ou de ces morts plurielles auxquelles les professionnels sont confrontés, avec un impact important, un soutien indispensable, mais qui, pour l'instant, est encore insuffisant et clairement des ressources à développer. J'en parlais tout à l'heure des enjeux de santé au travail, de qualité des soins, de santé publique, parce qu'en fait, la grande question derrière, c'est comment est-ce qu'un soignant en souffrance peut prendre correctement en soin un patient? Clairement, non. Ça demande
donc qu'on se préoccupe de cette situation. Alors, si on fait un petit tour d'horizon, Thibaut en parlait tout à l'heure en disant que, en quelque sorte, la mort allait souligner tous les registres émotionnels, voire exacerber tous les registres émotionnels qui font partie du quotidien du professionnel de santé, de l'infirmière à l'aide-soignante, à l'agent des services hospitaliers, au médecin. Et en fait, ce qui est clair, c'est que derrière cette omniprésence des émotions à l'hôpital, cette pénibilité émotionnelle, eh bien, on a une exacerbation des situations face aux situations extrêmes, euh, type une mort subite ou même une mort attendue, en tout cas une confrontation à l'inéluctable. Le point commun de notre humanité commune, c'est que nous décéderons tous un jour, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais c'est un élément inéluctable. Et ce qui est sans doute encore plus difficile à prendre en considération, c'est que, Thibaut en parlait, les évolutions sociologiques ont aussi été celles de la médecine. Et en quelque sorte, avec le développement accru des nouvelles prises en soins, de la technicisation de la médecine, eh bien finalement, en quelque sorte, on a perdu, en termes de société, la sagesse de la mort et la compréhension de ce qu'est la mort et de la manière dont elle peut nous affecter. C'est pour ça que la question de l'impact de la mort, de la pénibilité émotionnelle sont en fait, pour les professionnels de santé, des enjeux importants en termes de santé et sécurité au travail, qui impliquent qu'on réfléchisse collectivement à des leviers d'action, à des ressources, à repérer des signaux faibles avant que la situation ne devienne trop complexe et ne dégénère potentiellement en trauma. Donc, la mort, les émotions, il y a un lien très clair qui se tisse avec les facteurs psychosociaux de risque, et j'y reviendrai. Je voulais cependant vous partager 3 extraits de témoignages pour bien mettre en substance, pour bien substantialiser cette réalité-là. Un témoignage de médecin qui nous dit, certes, on est confronté régulièrement à la mort, mais on n'est jamais habitué à la mort. Donc, ce n'est pas uniquement le fait d'y être confronté, c'est aussi le fait d'y être préparé. Le deuxième témoignage, c'est le suivant. Notre propre difficulté, la tristesse, le chagrin, la douleur, on sent ça. Pour certains patients, on le sent profondément. Mais je ne veux pas que ça prévale à la douleur ou à la souffrance de celui qui va partir. Il faut trouver le moyen de passer par-dessus nos angoisses. Donc là, on a cette tension entre les ressentis, les émotions du professionnel de santé lui-même, celles de la personne qui l'accompagne, que ce soit le patient, voire l'entourage, et cette contagiosité qu'évoquait Thibaut entre les deux, où le professionnel de santé doit être à la fois capable de réguler sa propre réalité émotionnelle, son propre vécu émotionnel, et de tempérer celui de celles et ceux qui l'accompagnent. Et enfin, dernière citation, c'était donc une première garde en tant qu'interne, un constat de décès, seul, la nuit, face à une patiente qui venait de décéder et que je ne connaissais pas. Donc là, avec cet extrait-là, on a clairement l'importance de rompre l'isolement du professionnel de santé face à ces situations de mort, face à la confrontation à la mort, d'où l'importance de renforcer le soutien. Alors, je parlais tout à l'heure d'émotions, Thibaut également. Si on se penche sur les travaux qui ont été menés par le Collège d'expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, 6 facteurs psychosociaux de risque ont pu être identifiés, notamment les exigences émotionnelles. Et ce qui est mis derrière les exigences émotionnelles, c'est en fait un concept de sociologie qui est le travail émotionnel, qui tout simplement recouvre cette maîtrise de ses propres émotions, cette régulation de ses propres émotions, pour faciliter la gestion des émotions, la régulation des émotions de ses interlocuteurs, maîtriser, façonner les émotions ressenties par les personnes avec lesquelles on interagit, en suivant un certain nombre de règles, en suivant un certain nombre de normes. Thibaut parlait tout à l'heure de cette injonction à la neutralité du soignant. Et en fait, tout ça, le fait aussi de devoir cacher ses émotions, c'est pas neutre. C'est émotionnellement exigeant et ça a été reconnu par le Collège d'expertise comme un des facteurs psychosociaux de risque. Donc c'est un véritable enjeu qui est reconnu. À plus forte raison quand on s'intéresse aux professionnels de santé, parce que Thibaut en parlait tout à l'heure, il y a les situations de violence, devoir calmer les gens,
vivre des comportements hostiles. Et puis, il y a aussi le fait d'être vraiment confronté à des personnes en situation de détresse. Là, je vous partage des données sur la fonction publique, les 3 fonctions publiques. Et en rouge, vous avez la fonction publique hospitalière. Et clairement, on voit que les professionnels de santé sont ceux qui, dans la fonction publique, sont les plus confrontés aux exigences émotionnelles. Des situations de tension, le fait d'être en contact avec le public et surtout le fait d'être confronté à la détresse des personnes. Évidemment, on retrouve ces mêmes chiffres et ces mêmes tendances dans le secteur privé. Et donc, je vais juste terminer sur une esquisse de ressources et de leviers que, évidemment, Thibaut pourra continuer de développer, en commençant par une autre citation, un autre témoignage d'un médecin qui nous dit, en fait, moi, j'ai 3 expériences. J'ai été soignant, soigné et accompagnant. Les 3, que ce soit le soignant, le soigné ou l'accompagnant, sont des êtres humains. Et en fait, on a tendance à l'oublier, particulièrement pour le soignant. Les 3 sont vulnérables et les 3 doivent aussi communiquer, exprimer leurs sentiments pour justement limiter l'impact de la fin de vie et de la mort. En d'autres termes, il est essentiel d'écouter ces vulnérabilités. Les fragilités, les vulnérabilités face à des situations extrêmes, elles sont normales. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand on n'a pas les ressources pour pouvoir accompagner les professionnels de santé, quand il n'est pas possible d'exprimer ces émotions. Ce qui amène au levier que vous voyez sur la gauche, aux ressources que vous voyez sur la gauche, l'importance de pouvoir exprimer les émotions, que ce soit corporellement, que ce soit verbalement, notamment par des partages sociaux d'émotions, groupes de parole, groupes entre pairs. L'expression émotionnelle corporelle, ça peut aussi passer par une libération d'émotions, par une activité à médiation corporelle ou une activité physique. La question de la formation et l'information. Clairement, les professionnels de santé sont insuffisamment préparés à cette situation, à cette confrontation à la mort, à cette régulation émotionnelle permanente qui est le cœur de leur métier. D'où l'importance de repositionner ces sujets dans le cursus initial, mais aussi dans la formation continue. Et puis le dernier point sur lequel je souhaitais mettre l'accent, c'est effectivement, on l'abordait tout à l'heure, le soutien. Le soutien est essentiel, ne pas être seul, ne plus être seul. Et ça suppose de réfléchir aux modalités de soutien entre pairs au sein de l'équipe professionnelle ou pluriprofessionnelle, devrais-je dire, mais également plus largement aussi le soutien des institutions. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Rebecca. Donc, vous voyez bien, en fait, qu'il est très clair qu'il faut prendre soin des survivants. Et ces survivants, ça implique bien sûr les patients en fin de vie ou même ceux qui survivront, les familles, bien sûr, de ces patients qui vont devoir vivre, en fait, le deuil et éviter le deuil traumatique, évidemment, et pathologique pour la société. Et puis, bien sûr, les soignants, en fait. Et prendre soin des survivants, c'est bien sûr prendre soin principalement des familles et des soignants. Alors, ce Tour de France hospitalier à pied, vous voyez, c'est un engagement évidemment personnel, mais avec tout un groupe collectif qui s'associe et qui s'élargit comme en fait une vague, hein, parce que en fait, vous avez pu voir sûrement un post LinkedIn de ce matin, le nombre de réponses, et ça fait boule de neige. Et donc, c'est un Tour de France entre hôpitaux et territoires pour créer l'inattendu, pour relier en fait, décélérer et pouvoir relier 7 hôpitaux à pied et réaliser plus de 14 réunions, débats et conférences avec un accueil de tous ces centres, en fait, qui suivent cette démarche parce qu'ils la vivent au quotidien. Cette conférence de presse a pour but, bien sûr, de médiatiser. Et cette marche, en fait, c'est aussi le temps de la rencontre pour décélérer et permettre ces échanges, en fait, et également les absorber. Et donc, cette marche, voilà, elle commencera le dimanche 30 mars chez la directrice de l'Association française contre l'amylose qui représente les patients et qui est présente à cette conférence parce que c'est pour ces patients et pour leur famille que je suis là. Et puis, ça se poursuivra également donc à Chartres, à Vendôme, à Tours, à Poitiers, à Saintes, à Bordeaux, à Toulouse. Et ça se finira le 12 mai, le jour en fait mondial des infirmières et des infirmiers. Et donc, en parallèle de ces conférences et de ces réunions débats, donc réunions débats qui auront lieu dans les services et conférences qui s'ouvriront aux sciences humaines et sociales, sociologie, anthropologie, philosophie et politique, suivant les lieux, avec un engagement fort en fait des soignants et également des institutions qui vont être parcourues. Il y aura 2 études nationales
qualitative, simultanée, une sur les paramédicaux, qui sera le répliqué de ce que vous avez vu, qui s'est intéressé aux médecins, et puis une étude aussi sur les médecins, une nouvelle étude pour essayer de comprendre en fait l'impact émotionnel et aussi le nombre de ces nombres de décès et ces types de scénarios de décès chez les médecins. Et donc les soignants seront sollicités en ligne pour pouvoir répondre à ces questionnaires. Enfin, il y aura une troisième enquête et je vais passer la parole à Fiona et Carnot de Bonjour à Besançon. tous. Merci. Je suis ingénieure de recherche au CHU de Besançon et je vais aider Thibault dans la mise en œuvre d'une étude qualitative, c'est-à-dire une étude que l'on fera par entretien individuel où on va inviter des professionnels de santé à nous parler de leur expérience de vécu, de mort de patients. Ce type d'étude permet de révéler des domaines qui seraient éventuellement propices à l'intervention plus tard, ou des domaines qui ne seraient encore pas explorés par des mesures quantitatives ou des enquêtes jusqu'à présent. Tous les professionnels de santé qui travaillent en cardiologie, qui ont connu des situations de mort de patients ou de collègues ou d'autres situations difficiles, sont invités à participer et peuvent nous envoyer un petit mail à l'adresse que vous voyez affichée. Dans l'appel à volontaire, il y a également un QR code que vous pouvez flasher pour envoyer un mail de manifestation d'intérêt directement. Les objectifs de cette étude sont donc évidemment de comprendre l'impact de la mort dans ces différentes façons sur les soignants en cardiologie et également d'évaluer éventuellement les différences qu'il peut y avoir entre les décès qui sont subis, aigus, non attendus, ou les situations où on a peut-être le temps de se préparer quand la mort est issue d'une longue maladie. Une fois de plus, je répète que c'est les participants qui vont nous parler de leur expérience. Donc on a des objectifs, mais en fait, l'objectif principal est de laisser parler les gens et de comprendre les sujets qui leur sont importants et comment ils ont vécu ces situations. Merci beaucoup. Merci Fiona. Et donc, associé à ça et à cette marche, cette rencontre, il y aura un recueil en fait de témoignages des soignants donc sur le son ou sur des images vidéo. Rencontre également des familles et éventuellement des patients en fait qui seront rencontrés à travers le territoire pour bien sûr avoir une idée globale de tout ce qui se passe en France et que ça soit pas seulement une photo de CHU cristolien, mais que ça soit une photo en fait globale en passant par des territoires moins munis en soignants. Le but aussi, c'est de partager, mais c'est aussi de recueillir les outils, les façons, recueillir ce qui a été mis en place en fait par ces soignants du territoire pour partager en fait ce qui marche et ce qui a permis à ces soignants de surmonter cet impact de la mort. Et c'est donc une connexion en fait permanente à travers ce mail, mais également un carnet de route qui sera réalisé sur Cardio Online et également sur le site lesurvivants.org. Il y aura des actions sur les réseaux sociaux, Instagram également, TikTok, Facebook et bien sûr LinkedIn, et la création donc d'un site internet qui est déjà en action et qui va s'améliorer de par les témoignages que nous allons recevoir et tous les résultats de ces enquêtes qui vont être réalisées au fur et à mesure et de ces conférences, réunions, débats, résumés, etc. Et puis bien sûr, c'est la formation que l'on envisage et là je vais passer la parole à Cédric Fétenier, doyen de la fac de sociologie de l'UPEC. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez compris, le projet global comporte à la fois des études, des recherches, des recueils de témoignages, des conférences, mais il nous est apparu qu'il était nécessaire d'ajouter un dernier étage à la fusée, si vous me pardonnez cette formule. Et le dernier étage, il relève de ce qui a déjà été évoqué par mes collègues précédemment, ce sont les enjeux de formation. Donc, notre idée est d'avoir une action sur la durée, dans une logique d'essaimage bien connue, 1 qui forme 10 et 10 qui forment 100. Et donc le projet initial autour de la création d'un diplôme interuniversitaire qui serait coporté par l'Université Paris-Est-Créteil et l'Université de Rennes, c'est effectivement de former les soignants au sujet de la mort en prenant en considération les éléments qui ont déjà été évoqués, c'est-à-dire les enjeux d'ordre individuel, mais également organisationnels et plus généralement de santé publique.
Le projet, donc, si on devait le résumer, consiste à former des ambassadeurs, des ambassadrices dans les hôpitaux qui contribueront eux-mêmes, elles-mêmes, à informer, sensibiliser et former leurs collègues sur le sujet de la mort et son impact sur les soignants. Car le projet global est, comme je l'ai indiqué, d'essaimer très très largement. Et vous le comprendrez bien, le professeur Thibaut Damy, quoi qu'il le voudrait éventuellement, ne pourra pas année après année, tous les printemps, faire ce tour de France et prendre son bâton de pèlerin. Nous savons également, nous qui sommes universitaires, que les études et les recherches souvent ne trouvent pas les échos que l'on souhaiterait hors du cadre académique. Et donc, il est important de monter en puissance sur le projet qui est le nôtre. Donc l'intention, je l'ai indiqué ainsi dans la slide et ça a été validé par l'ensemble de l'équipe, fournir des outils cognitifs et pratiques pour comprendre, analyser et gérer l'impact de la mort. L'idée est bien celui-là. Il faut que les professionnels qui interviennent dans les hôpitaux aient les outils pour rendre intelligibles les situations auxquelles ils se confrontent, mais également des outils pratiques pour pouvoir prendre en charge les situations qui se présentent à eux à l'échelle individuelle, mais également dans le cadre des services. Le projet est tout à fait original au sens où il associe résolument une logique pluridisciplinaire. Donc nous allons mobiliser les sciences humaines et sociales et vraiment au pluriel, sociologie, anthropologie, histoire, psychologie sociale et bien d'autres éléments encore. Les sciences de l'organisation, la sociologie de l'organisation, mais également le management, car ce sujet est central également pour notre dossier, et évidemment les sciences biomédicales pour traiter des questions de la mort dans la société et l'hôpital. Ce diplôme interuniversitaire est fondé également sur une logique très, très dynamique et proactive, avec une alternance entre des cycles de conférences qui seront donnés par des spécialistes universitaires ou non, mais en tout cas un certain nombre de professionnels universitaires ou non qui sont parfaitement compétents pour traiter des sujets qui nous intéressent autour de la mort et de la prise en charge par les soignants. Et puis également des logiques, je le disais, proactives, interactives et dynamiques autour des ateliers d'échange et d'analyse de pratiques. Autre originalité, le public. Nous sommes dans une logique, ça a été évoqué, pluriprofessionnelle et pluricatégorielle. Notre intention est de trouver des relais dans les hôpitaux et à l'échelle évidemment de celles et ceux auxquels on songe ordinairement, que sont les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Mais l'idée, c'est effectivement que ce sujet soit pris en charge et que nous puissions contribuer à la formation de l'ensemble de celles et ceux qui, dans les hôpitaux, sont confrontés à la situation de la mort. Et nous le savons, ça ne se résume pas aux soignants stricto sensu. Il y a aussi beaucoup d'enjeux du point de vue des personnels administratifs qui sont au contact des patients, mais surtout souvent des familles. Et donc, c'est ça l'idée générale qui nous anime. Alors, on en est où à cette heure? Donc, le projet a été soumis aux autorités universitaires des deux établissements. Nous avons obtenu un soutien mieux en communique. Donc après, il y a un petit peu de ce qu'on pourrait appeler de la tambouille universitaire qui fait qu'un certain nombre d'instances universitaires doivent se prononcer. Mais quoi qu'il en soit, nous avons pour projet d'ouvrir cette formation universitaire en début de l'année civile 2026 pour une première session, car il ne s'agit pas d'un one-shot. L'objectif, évidemment, c'est de renouveler les choses année après année. Merci beaucoup, Cédric. Donc, on vous remercie tous de votre présence et puis on vous propose tous ensemble, soignants, patients, soignants, donc médecins, infirmiers, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs, SFAP, et bien sûr aussi nos infirmiers, et puis donc aussi notre équipe sociologique, hein, qui est vraiment indispensable pour nous ouvrir et nous faire comprendre cette ouverture aux sciences humaines et sociales, de répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage de façon à pouvoir qu'on puisse se voir. Donc, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole. Vous pouvez également poser des questions dans le chat si vous souhaitez et je retranscrirai vos questions.
Je vais peut-être poser la première question, Thibaut. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment va se dérouler les réunions Oui, alors de... ces réunions en fait sont prévues donc à des dates fixes qui vous avez vu sur ce diaporama et qui sont retrouvées. Donc elles se sont préparées avec les collègues. Donc les premières réunions ont lieu donc en milieu de journée, généralement sur la pause déjeuner au sein des services. C'est des réunions débat où en fait je vais faire un témoignage de mon expérience, de mon vécu, de ce qu'on a mis en place avec notre équipe pour essayer de surmonter en fait cet impact de la mort et continuer à prendre nos patients en charge avec la meilleure qualité et humanité possible, ainsi que leurs familles. Et puis le soir, donc en fonction des lieux, des moyens et des disponibilités et l'ouverture aux sciences humaines et sociales possibles, il y aura donc des conférences où là, moi, je serai plutôt en tant que témoin pour initier la conférence et puis après des experts de la sociologie, des soins palliatifs prendront la parole pour nous donner une ouverture plus importante. Alors, par exemple, je peux citer à Tours, où il y aura deux intervenants des soins palliatifs, une philosophe également qui a travaillé sur la mort. À Poitiers, où il y aura le doyen, le professeur Roger Gilles, qui a beaucoup travaillé et est responsable du comité éthique. Et il sera également associé à monsieur Alain Cléès, ancien député de Poitiers, qui est également au comité actuellement sur la loi de fin de vie et qui a bien sûr euh, porte le nom de la loi Claes et Lonetti. Donc, vous voyez, cette ouverture, elle est importante. C'est pour bien comprendre tous ces enjeux et on voit l'importance en fait de travailler au-delà du soin avec les experts en fait qui peuvent nous expliquer en fait les mécanismes, les fonctionnements et les dysfonctionnements à la fois sur le monde de la sociologie, mais également de l'anthropologie, de la philosophie, puisqu'on est également sur une discussion qui est extrêmement éthique et morale. Merci. Alors, en attendant les questions, je me permets de poser la question en fait à Madame Agnès Farrugia, qui est directrice de l'association française contre l'amylose, de voir en fait quelle est la position d'une association de patients sur ce sujet de l'impact de la mort et quel est voilà et comment les patients en fait peuvent percevoir éventuellement cet impact et comment cet impact et son amélioration ou sa diminution pourraient contribuer au vu d'une association de patients à la prise en charge des patients. Merci Thibault, c'est une question complexe. Effectivement, c'est une question qui intervient souvent de la part des patients ou des familles, jamais sur un premier entretien, mais plus souvent au décours d'une question ou d'échange. De toute façon, c'est extrêmement présent dans l'esprit des familles, parfois des patients, mais peut-être parfois plus aussi des familles. Et effectivement, il est parfois difficile pour les familles de... Certaines familles vont avoir une attente de la part des soignants d'une explication, d'avoir une espèce de, de, de projection et de savoir un petit peu ce à quoi ils doivent s'attendre. Et puis certaines familles préfèrent rester un petit peu plus dans le déni. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse difficulté aussi, je pense, pour les soignants à identifier non pas seulement le patient, mais l'attente des familles en termes de niveau d'information souhaité. Mais dans tous les cas, quand la mort survient, c'est un traumatisme important et l'hôpital, pour ces moments-là, n'est pas accueillant, quoi. Comme tu l'as dit très justement, il n'est pas organisé, il n'est pas prévu pour, mais il l'est vraiment pas. Je veux dire, il n'y a pas d'espace pour les familles, il n'y a pas d'espace un petit peu chaleureux. Ça rajoute de la violence finalement. Donc, c'est quelque chose aussi que les institutions doivent considérer, c'est que, enfin, on a humainement besoin d'un espace qui soit mieux qu'un couloir d'hôpital pour absorber ce genre d'informations. Donc, au niveau association, oui, je pense que
Je suis tout à fait favorable à ta démarche et je la salue. Et je pense que c'est important aussi pour les patients de comprendre que les soignants ont aussi des émotions. Je pense qu'en tant que soignant, il ne faut pas que vous ayez peur de partager une part d'émotion avec le patient ou avec les familles. Le lien d'humanité entre les deux permet de réconforter quand même le patient, même dans une situation compliquée. Il n'a pas besoin seulement d'un technicien. Merci beaucoup Agnès. Alors peut-être que on peut, je vois, en attendant donc voilà vos questions sur le chat, peut-être que Emmanuel Berthelot, président du GIC sur l'insuffisance cardiaque, ou Sophie Provenchère peuvent témoigner un petit peu de comment les soignants du cœur, qu'ils soient donc cardiologues ou anesthésistes réanimateurs, vivent en fait cet impact de la mort pour vous donner des choses concrètes. Emmanuel ou Sophie, si vous voulez partager. Oui, bonjour. Je vais commencer par intervenir. D'abord, merci à tous les intervenants, hein. Je crois que vous avez fait largement balayer le spectre de tout ce à quoi on peut être confronté au cours d'une carrière professionnelle qui est longue. Et j'attache beaucoup d'importance à ce que vient de dire Madame Farrugia, c'est-à-dire que le soignant la mort de ces patients, elle est parfois très violente, mais je crois que c'est important parce qu'on fonctionne toujours en anticipant ce que va être la réaction de la famille. Euh, Parfois même on peut ressentir des émotions et je crois qu'il faut pas les cacher. Et quand on est soi-même, non plus soignant, mais en accompagnement d'un proche qui décède, je pense que ce qui est très réconfortant, c'est effectivement de ressentir de la part du personnel soignant de la compassion et de sentir que oui, eux aussi, ils ont des émotions et je crois qu'il faut qu'on arrive à les gérer, mais à pas les masquer, ça me paraît vraiment important. C'est un peu de baume au cœur pour cette famille qui va rester dévastée, que de sentir que en face, ce ne sont pas que des techniciens, même si je rappelle que le projet, il est quand même issu de professionnels qui sont confrontés à des actes très techniques, hein, qui parfois engagent le pronostic vital du patient à très très court terme. On n'est pas que des techniciens. J'avais un de mes collègues qui avait témoigné et dont je pense que vous vous souvenez tous du témoignage, qui était confronté lui-même à la pandémie Covid, au décès de ses proches, à sa propre contamination par ce Covid, et qui avait dit ces mots très beaux que Rebecca a portés dans son témoignage. On est des êtres humains, et je crois qu'il faut que ça, on le fasse ressentir à nos patients et à leurs familles. Merci beaucoup, Sophie. Emmanuel, tu veux, cardiologue, présidente du GIC, puis après on passera la parole à Véronique et Élodie. Emmanuel, est-ce que tu veux intervenir? Donc, je ne sais pas si Emmanuel a pu rester parce que tout le monde est en pleine activité. Donc, peut-être Véronique et Élodie, si vous voulez prendre la parole, du coup. Oui, merci Thibault de me donner la parole. Alors, c'est vrai que je salue ce travail qui est fait, hein, parce que c'est vrai que c'était un manque, je trouve, dans la formation, que ça soit dans le programme de formation aide-soignant ou le programme de formation infirmier. Bien sûr qu'on parle de la mort, mais beaucoup plus sous l'angle soins palliatifs et accompagnement, et qu'on parle très peu de ce que le soignant vit. Et ça m'interpelle beaucoup parce que, en fait, que ce soit, et quand on regarde certaines formations hein, sur les émotions, on s'aperçoit que souvent le premier objectif, c'est comment développer sa capacité à maîtriser ses émotions. Ça me fait un peu bondir parce que maîtriser ses émotions, on sent bien derrière ce qu'il y a. Hein. Il faut être impassible, ne pas montrer ce qu'on ressent, etc.
Et puis, on sait très bien après les ravages, entre guillemets, que ça fait. Alors que si on changeait un petit peu notre angle d'attaque, on s'apercevrait que la première peut-être des choses à faire, c'est apprendre à accueillir ses émotions, à les reconnaître, à mettre un mot sur ses émotions pour pouvoir après vivre avec et non plus qu'elles nous gênent ou qu'elles nous embêtent. Je pourrais utiliser une métaphore que j'aime bien, c'est le ballon qu'on met dans l'eau. Quand vous êtes dans une piscine, il y a un ballon, et ben c'est les émotions. Et qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on vous a appris à faire? C'est d'appuyer dessus pour pas les voir. Et vous appuyez très très fort. Or, on sait très bien qu'à un certain moment, bah, le bras va lâcher et puis le ballon va sortir. Et là, ça va être catastrophique. Alors que si on avait un autre angle d'attaque et si on apprenait à voir ce ballon et nager avec, etc., peut-être que notre regard changerait. Et dans un sujet comme ça où c'est euh, pétri d'humanité, je veux dire, on ne peut pas accompagner une personne, être authentique dans la compassion, etc., si soi-même, on n'a pas fait toute une démarche et si on n'a pas appris à reconnaître ses émotions, quelles qu'elles soient. C'est vrai que dans notre société, la mort, c'est complètement tabou. Il faut être impassible. La bonne infirmière, c'est celle qui va pas pleurer, c'est celle qui va accompagner, etc. Mais on s'aperçoit bien que ça, c'est un leurre et que ça ne tient pas longtemps. Sauf que pour changer tout ça dans la société, ça va prendre énormément de temps parce qu'il y a des tas de clichés qui perdurent et que eh ben, le travail que là, Thibaut met en place, je trouve ça génial parce que le premier pas va être fait ou au moins, eh bien oui, on a le droit alors je dis pas pleurer sans arrêt, non, mais on a le droit d'accepter un petit peu ses émotions et je pense que le soin de qualité dans l'avenir, ça sera le soin empreint d'humanité, puisque la technologie, elle avance à son pas, à son rythme, entre guillemets. Mais le plus dans le soin, c'est l'humanité. Voilà, je m'arrête là. C'était juste un petit témoignage. Merci beaucoup Véronique pour ce beau témoignage. Élodie. Oui, mais merci à tous. Déjà, c'est vraiment un chouette projet hein, que je salue vraiment et je vous remercie de m'y avoir intégré. Moi, je voudrais juste un petit mot pour compléter ce que vient de dire Véronique et qui était hyper enrichissant. Quand Thibaut m'a appelé il y a à peu près 15 jours pour me demander si j'étais toujours partante pour intégrer ce projet. Le matin, en arrivant, je suis arrivée dans le bureau des internes et on a découvert avec l'interne du service un petit mot laissé par une infirmière de nuit sur le post-it qui était Coucou mes internes préférés. La dame de la 68 est décédée cette nuit. C'était que ma deuxième. J'espère avoir géré. Et là, on se dit, est-ce que dans ces situations-là, il y a vraiment un mode, j'ai envie de dire, une façon de faire pour gérer? Je pense que c'est vraiment des moments où le côté soignant, ben, s'efface. Et c'est tout simplement un moment d'humain à humain. Ce côté-là, eh bien, on l'a très peu, voire pas du tout à l'hôpital. Ça me semble vraiment très important qu'on puisse mettre ça en lumière et qu'on puisse travailler dessus pour ouvrir un petit peu les esprits et faire en sorte que ben, l'accompagnement des patients, l'accompagnement des familles surtout, parce qu'une fois que le patient n'est plus là, bah, la famille reste. Et c'est un temps bah, qu'on leur doit. Et il y a un accompagnement à fournir aussi sur ce temps-là. Donc ça me semble très très important, en dehors j'ai envie de dire, tous les à côté que les institutions aujourd'hui ne pensent pas. Moi, j'ai énormément de familles qui reviennent vers moi à l'issue d'un décès. Alors, bien souvent, c'est très attentionné, c'est très plaisant. C'est pour remercier l'équipe du travail qu'elle a pu faire, de l'accompagnement qu'elle a pu donner. Et puis derrière, il y a le petit mot de, mais sachez quand même que le temps que j'ai passé à côté de mon proche sur les 4 dernières heures m'a coûté 35 euros de parking. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très dur aussi de la part de nos institutions. C'est que dans les secteurs de soins, on peut accompagner du mieux que l'on pense les aidants, les patients, mais derrière, il y a un poids de la société, des administratifs qui impacte aussi sans le vouloir.
Merci beaucoup Elodie. Donc peut-être avant de conclure, si Rebecca, Cédric ou Fiona, vous voulez, et puis après je répondrai aux quelques questions SMS rapidement, enfin questions du chat, pardon, si vous voulez rajouter quelque chose ou pas. Merci Thibaut. Je pense juste pour l'étude qualitative, c'est une formidable opportunité pour tous les professionnels de santé que tu vas rencontrer d'avoir une plateforme pour s'exprimer, de se faire entendre. Parce qu'on a bien vu dans les résultats de l'enquête quantitative que le soutien des institutions n'est pas à la hauteur actuellement des besoins. Et je pense que cette étude peut mettre la lumière sur justement des points auxquels on n'aurait pas pensé, des points qui sont des points de souffrance pour les gens qui ne sont pas forcément touchés par des ou les opportunités qui sont actuellement proposées pour aider les gens ne touchent peut-être pas tous les domaines où les gens ressentent des besoins. Et c'est pour ça que cette étude sera une formidable opportunité pour les gens de nous dire ce qu'ils ressentent vraiment, où c'est qu'ils souffrent le plus, où c'est qu'ils auraient besoin d'aide et de la part de qui nous permettra de façonner des interventions à l'avenir pour aider ces gens qui sont en souffrance du fait de leur vécu dans le travail. Merci d'avance pour tes Merci. actions pour susciter des vocations pour participer. Merci Fiona, merci beaucoup. Cédric ou Rebecca? Non, Cédric, Rebecca. Oui, j'ajouterais peut-être juste une chose qui est que, en fait, l'ensemble des réflexions qui ont été partagées aujourd'hui lors de cette conférence de presse s'inscrivent dans différentes temporalités. En fait, il y a le temps immédiat de la rencontre, du temps suspendu, de la création de l'inattendu pour justement redonner cette place aux émotions, à l'humanité du soignant et créer des moments de partage, d'échange et de reconnexion. Et puis, il y a aussi le temps à moyen terme, qui est celui du site internet Les Survivants, qui est en train de se mettre en place, et des ressources qui seront à disposition des familles, des patients, des soignants, mais aussi des institutions. Et puis, il y a aussi le temps long qui s'exprime aussi avec ce projet de DIU, de former en quelque sorte des ambassadeurs ou des sentinelles, je ne sais pas quel est le mot juste, mais en tout cas des personnes sensibles à cette question de la mort et à l'impérieuse nécessité de replacer l'humanité du soignant au cœur pour aussi renforcer la qualité euh, des éléments contre un santé publique. Merci C'est tout beaucoup. ce que je souhaitais partager. Merci beaucoup, Rebecca. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Donc pour les questions, oui, effectivement, Toulouse se finit le 12 mai. Et effectivement, il y a un lien. Alors le lien n'était pas du tout prémédité, mais effectivement, voilà, c'est aussi la journée des infirmiers et aussi le lancement des débats à l'Assemblée nationale des lois de fin de vie, qui évidemment auront des conséquences sur les Français et également donc bien sûr sur les soignants. Pour les réunions, en fait, les débats et les conférences, elles seront réservées aux soignants, suivant les lieux. Elles seront uniquement en présentiel pour l'instant. Il n'est pas prévu de distanciel, ce qui dépend excessivement, bien sûr, des techniques locales. Mais le but des réunions débats étant de permettre les échanges et la rencontre et le partage. Et donc, c'est pas forcément effectivement propice à un élargissement du public. Et puis, à ce souci technique, c'est justement le but, c'est de prendre le temps de décélérer et de se rencontrer. Voilà. Donc, pour conclure, je voudrais remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui devaient être là et qui se sont retrouvés pris dans le soin. Donc, je pense au professeur Erwan Fleischer qui a été pris dans une urgence au bloc opératoire, au docteur Claire Fourcade, qui était aussi en consultation et qui devait s'absenter, et puis au docteur Emmanuel Berthelot aussi, qui a dû partir entre deux, enfin, qui était venu et partir sûrement pour continuer sa consultation. C'est évidemment toujours difficile de trouver le temps quand on est soignant. Ça démontre bien, en fait, que trouver le temps, c'est compliqué et qu'effectivement, on manque de temps pour appréhender justement et gérer, en fait, ces situations délicates. Et encore une fois, la mort, en fait, ne fait que c'est l'extrême, en fait, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui peuvent impacter les soignants. Donc, merci à tous pour cette présentation. Rendez-vous le 30 mars, Agnès, chez toi pour lancer cette marche. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à espérer que mes pieds et mon corps va m'amener jusqu'à Toulouse entier et pour pouvoir vous retrouver et avancer.
Donc, un grand merci à tous pour votre participation, votre présence. Et puis, merci donc aux journalistes de nous aider à relayer ce point. Merci aux hôpitaux et aux EHPAD, et notamment au Bon Secours qui nous attend, M. Guinamard et toute son équipe. Et c'est un grand plaisir d'aller chez vous. De recueillir donc, bien sûr, les témoignages des soignants, des familles et des patients, mais également, j'ai oublié de le dire, peut-être être hébergé, en fait, c'est encore, voilà, par les soignants et les familles et les patients qui vont me prendre sur le chemin. Je vous avoue qu'il n'y a que les hébergements des villes pour l'instant qui sont prévus où je vais passer et tout le reste est à, voilà, bah, ça va être la confiance à la vie en fait, voilà, et au printemps qui débute aujourd'hui. Donc merci à tous et très bonne journée à vous.